Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Islamisation de l'Europe, seconde partie. Fadela Maroufi, vous nous avez dressé un portrait glaçant de l'islamisation en Belgique. D'après vous, quelle est la finalité Qu'est-ce qui se passera d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, 40 ans ou 50 ans en Belgique? Quelle est la direction et qui, entre parenthèses, attend de toute façon la France et le reste des pays européens Je pense qu'on aura, pour moi, on va vers un État islamique tout simplement. C'est-à-dire que quand on voit déjà ce qui est en train de se faire actuellement à Bruxelles, c'est-à-dire quand on permet un changement dans tous les services publics, où on autorise le voile des femmes, on autorise en fait des normes islamiques qui s'installent de plus en plus dans l'appareil, on va dire, administratif, public, etc. C'est qu'à un moment donné, in fine, ce qu'on veut, c'est que ce soit un État islamique avec des normes islamiques, etc. Et pourquoi pas, effectivement, la charia, que le terme islamophobie soit appliqué dans la loi, c'est-à-dire que toute critique de l'islam sera complètement censurée voire punie par la loi, etc. Donc on va clairement vers un État, on va dire, califal. Moi, je pense que oui, d'ici quelques années, après, est-ce que ça va être 5, 10 ans, 15 ans? Je dirais que 2030, on peut s'attendre quand même à ce qu'il y ait une majorité de personnes musulmanes à Bruxelles et que Bruxelles, effectivement, puisse être déjà sous emprise avec des lois islamiques en vigueur. Et quels seront le destin alors des gens, des Belges de souche, si j'ose dire, qui ne sont pas musulmans, qui n'ont pas l'intention de se convertir, les femmes qui n'ont pas envie de mettre les voiles, enfin des voiles? Eh ben, en fait, justement, c'est qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de Belges qui mettent les voiles, c'est-à-dire qui vont plutôt en périphérie, qui vont dans d'autres régions de la Belgique, qui quittent, ou même certains qui quittent, ceux qui ont les moyens en tout cas, quittent la Belgique pour d'autres contrées. Euh, et puis il y a ceux qui vont se convertir, qui vont se soumettre. En fait, c'est ce que Houellebecq décrit dans Soumission, c'est exactement ce qui est en train de se passer en Belgique. On voit bien que l'université est complètement prise, que c'est quelque part eux qui décident quand on voit les pro-Hamas, parce que bon, il faut là à un moment donné, les manifestations pro-palestiniennes, c'est pas des pro-palestiniens. On voit bien que c'est des pro-Hamas. On accepte des discours pro-Hamas. Euh, on, on arrive à justifier l'inqualifiable, etc. On voit bien que dans nos universités, ils invitent des terroristes, des gens qui ont été condamnés pour terrorisme, etc., qui donnent des conférences. On interdit des conférences d'autres intellectuels, par contre, qui, eux, sont des universitaires, etc., et qui pourraient donner une autre façon de voir les choses. Donc, pour moi, c'est déjà là, en fait. On a déjà les prémices, donc elles sont en train de se mettre en place petit à petit, et 2030 pourrait être complètement, Bruxelles deviendrait complètement sous un califat. Et je ne le dis pas par provocation quand je dis la Belgique califale, c'est vraiment parce que je le vois au quotidien et je vois bien que les gens, de toute façon, ont peur de dire des choses et que s'ils sont, ce sera soit la conversion, soit quitter les lieux. Soit vous vous ferez insulter, vous vous ferez agresser si vous n'êtes pas converti, vous payez peut-être une taxe et remise sous de la dimitude. Et on a l'impression que cette perspective, en réalité, vous avez raison, est en train de se concrétiser un petit peu partout, à différentes échelles, en fonction des territoires, évidemment, et que la classe politique, d'une manière assez générale, tente de faire en sorte que ça se passe le mieux possible ou le moins mal possible. C'est comme ça que je comprends, moi, leur soumission à eux, ce qui est présenté comme une impuissance, mais qui en réalité est une démission absolue. J'ai l'impression que, que la politique, depuis une cinquantaine d'années au moins, est devenue une affaire de gestionnaire, où on gère au mieux les affaires les plus courantes, sans donner réellement de direction à la société, euh, et que leur perspective, là, est de faire en sorte que cette transition, ce basculement démographique, cette métamorphose culturelle, se fasse le moins douloureusement possible. Mais en Belgique, on a cette politique de dire toujours qu'on est le pays de la compromission.
Sauf qu'on ne peut pas être dans la compromission avec des gens qui veulent votre destruction, qui veulent vous anéantir. Et ça, ils ne le comprennent pas. En tout cas, ils s'imaginent de toute façon qu'ils sont beaucoup plus malins et que de toute façon, en arrivant, en dialoguant avec eux, finalement, on arrivera quand même à sortir quelques personnalités qui voudront une démocratie, qui voudront être dans le débat, etc. Sauf que ces gens-là sont dans une idéologie et ils ne veulent rien entendre et ils ne veulent pas de débat. Même s'ils vous disent oui, on veut un débat, en réalité, c'est pas le débat qu'ils veulent. Ils veulent prêcher. Ce qu'ils font, ils passent leur journée, en fait, leur temps à faire du prosélytisme. Pour certains, à faire de la dissimulation, à mentir. Et donc, et il faut absolument que les personnalités politiques, nos politiques prennent conscience qu'il n'y a pas de débat possible avec des gens qui ne veulent pas de débat, qui veulent une seule chose, c'est la destruction. C'est comme ce qui se passe en Israël et en Palestine, c'est que nous, on veut une solution à deux États. Et on a l'impression qu'en dialoguant, en discutant, il y aura une solution. Sauf que de l'autre côté, on n'arrête pas de nous dire on ne veut pas de solution à deux États, on veut du Jourdain à la mer, on veut un État palestinien. Ce qui veut dire quand même l'éradication, on va dire, d'Israël, et puis un peu par extension de tous les juifs un peu partout, puisque le Hamas appelait effectivement tout le monde musulman à tuer les juifs là où ils se trouvent. Donc ça veut bien dire qu'on veut une extermination des juifs. Donc je pense qu'il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas ni dans une possibilité de dialogue, ni de compromission, et que eux, ils vont essayer, et d'ailleurs c'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils gagnent un petit combat, ils se disent, voilà, on va accepter certaines choses, mais ils vont continuer, ce sera la prochaine étape. Donc on y va progressivement, c'est par palier. On nous interdit le voile, c'est pas grave, on va continuer encore à se battre pour le voile. Ok, vous pouvez mettre un voile, mais à condition de ne pas être en contact avec le public. Ok, on l'accepte. Et puis après, c'est oui, mais quand même, vous voyez bien que ça pose pas de problème. Donc avec le public. Et en fait, c'est par palier. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et nous ne le comprenons pas de cette manière-là. Et tant qu'on leur a pas compris, forcément, eux ils risquent de finir par gagner. Oui, c'est très bien résumé. Ce qui, pour nous, est pris comme une volonté de compromis, de leur côté, est en fait un signe de faiblesse. Complètement. Tout simplement. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a une forme d'incrédulité de la part des gens, d'une manière générale, et des politiques? C'est-à-dire qu'on a du mal à s'imaginer que des gens qui ont fui, ou en tout cas ont quitté leur pays, dont la déliquescence est en partie due à la religion, ou en tout cas au rapport avec la religion, ont envie ici de recréer une théocratie. C'est quelque chose qui semble très paradoxal pour un autochtone, de voir des gens qui ont fui à un endroit, arriver en Europe, une terre de tolérance, une terre de mobilité sociale, etc., et qui finalement vont finir par recréer les conditions qu'ils ont fui, ou eux-mêmes, ou leurs parents, leurs grands-parents, etc. Il y a quelque chose de très, très paradoxal là-dedans, et qui, je pense, déstabilise énormément l'interlocuteur. Moi, je pense que c'était le cas il y a plusieurs décennies. Je dirais que jusqu'en 2001, quand il y a eu les attentats, je pense que c'était le cas. Il y avait vraiment une incompréhension, une méconnaissance. Mais je pense qu'après, avec tout ce qui s'est passé, les attentats, les attaques que nous avons eues, tous les discours, nous avons des spécialistes quand même qui n'arrêtent pas d'en parler, qui ont fait des recherches sérieuses, etc., qui en parlent. On ne peut pas dire que les gens puissent être, en tout cas que des personnalités politiques, etc., ou des médias soient incrédules à ce point-là. Moi, je pense qu'effectivement, il y a des citoyens, par contre, qui, eux, ne connaissent pas forcément, tous les citoyens ne connaissent pas le problème ou le sujet, sauf s'ils vivent dans des quartiers, justement, où ils subissent du harcèlement, des attaques, etc., en permanence. Mais pour le reste, je pense qu'il y a effectivement des citoyens qui ne connaissent pas parce que les services publics, les médias ne font pas du tout leur travail, parce qu'il y a cet islamo-gauchisme, qu'il y a aussi dans certains médias, en tout cas nous on le voit à Bruxelles, certains médias qui sont sous emprise aussi des islamistes, etc. Donc on voit bien que là, que ces médias-là jouent le jeu des islamistes. Mais c'est pas par méconnaissance. Plus maintenant. Je pense qu'effectivement, il y a une dizaine d'années, etc., avant les attentats, oui, mais plus actuellement. Donc je pense que là, maintenant, il y a effectivement une lâcheté, il y a de la crainte, il y a de la peur, il y a de la collaboration, il faut le dire. Donc je pense que maintenant, il faut surtout qu'on prenne conscience de ça, qu'on l'accepte, qu'il y ait ces différents points de vue et que les gens agissent en conséquence aussi. C'est-à-dire qu'à ce moment donné, il va falloir s'organiser entre nous. Mais bon, on pourra encore en discuter un peu plus tard, je pense. Et puis, il y a l'immigration. Dans cette immigration-là,
On oublie très souvent que les pays musulmans ont été touchés par l'islamisme. Et que quand on regarde l'état de l'Afghanistan, quand on regarde l'état de la Syrie, de l'Irak, de l'Algérie avec le fils, la Tunisie aussi qui a été pris, d'ailleurs qui maintenant est retourné sous emprise aussi d'un dictateur islamiste, l'Iran. Donc c'est pas comme si on ne connaissait pas non plus des pays musulmans qui n'ont pas été, qui n'ont pas connu le même sort, et qu'on a eu des gens qui sont issus de ces pays-là qui alertent tous les jours. On alerte constamment sur ces dangers-là. Donc, il est tout à fait donc logique qu'on ait une vague d'immigration. Et dans cette immigration-là, on a effectivement des gens qui fuient des dictatures et qui fuient ces théocraties. Et d'un autre côté, on a aussi ces islamistes qui viennent pour influencer, pour justement faire pression sur les autres. D'abord, sur les autres musulmans, pour les rappeler à l'ordre et leur dire vous ne pouvez pas quitter comme ça, et hors de question que vous vous assimilez. Et de l'autre côté, c'est essayer de peser en fait dans nos institutions. Quand on voit par exemple à Bruxelles depuis le 7 octobre, il y a une augmentation d'antisémitisme, l'islamisme a explosé, ils ont un pouvoir fou auprès de la gauche, etc. Quand on sait que tous les mois il y a 340 demandeurs d'asile qui viennent de Gaza. Mais le plus surprenant, c'est même pas ça, parce qu'on pourrait se dire qu'effectivement, ils fuient une guerre, etc. Mais on a des demandeurs d'asile qui ont eu leur dossier accepté dans un pays membre européen, mais qui décident de venir à Bruxelles. Alors pourquoi Bruxelles? Parce qu'il y a des institutions européennes, encore une fois, qui peuvent peser, et c'est ce qu'ils cherchent. On a le chef du Hamas européen qui a ses bureaux en face du Parlement européen. Quand on sait, évidemment, pour faire du lobbying, il est en contact, etc. Quand on sait le prix pour avoir un bâtiment sur place en face du Parlement, etc., on voit bien qu'il est soutenu derrière par des grosses boîtes, des grosses entreprises, ou par le Qatar, etc. Et clairement, il y a ce lobbying qui est présent, en tout cas dans nos pays en Europe, et que cette vague d'immigration, pour moi, elle est extrêmement dangereuse. Parce qu'il y a une chose que les frères musulmans ont aussi compris, c'est qu'avec la vague d'immigration, ils peuvent peser aussi, une fois qu'ils seront en nombre. On peut aussi voir que des pays d'Afrique subsahariens sont complètement gangrénés. On voit bien Boko Haram, etc. Ils ont compris que la vague d'immigration qui viennent de ces pays-là vont arriver en Europe, et que donc c'est une force pour eux aussi. Des populations de Syrie qui ont fui, parmi ces civils, il n'y avait pas que des gens qui fuyaient la guerre, il y a aussi des terroristes qui sont venus s'installer ici pour peser. Et donc, vous voulez, il y a cette cohabitation-là, finalement, qui fait que même si vous êtes un musulman ou un ex-musulman et que vous voulez vraiment vous battre contre cette autocratie, en fait, vous êtes coincé parce qu'ils ont une telle force de frappe et ils ont une telle mobilisation autour d'eux de la part d'une certaine gauche, ou en tout cas des personnalités politiques qui les prennent comme référents, que c'est très compliqué, en fait. Ça demande énormément de soi. D'ailleurs, d'abord, c'est sa propre vie qui est en jeu aussi. Donc les gens réfléchissent à deux fois avant de se dire ok, je me lance et je vais lutter contre. Il y en a qui le font, les ex-mus, on voit qu'ils le font. Certains commencent à oser à le faire d'une manière à visage découvert, mais on voit bien que les ex-musulmans, pour la plupart, se cachent. Ils font des contenus TikTok, etc. Il y a quelques personnalités qui se le permettent, mais ils n'ont plus de vie à côté. Ils se cachent, ils essayent de faire attention quand ils sortent, de ne pas être anonymes, de ne pas être suivis, de ne pas être identifiés, etc. Et donc, c'est un combat qui est assez difficile. Et d'autant plus que vous avez raison, depuis le 7 octobre, on a passé un palier et on vit une réelle accélération avec un déploiement de l'antisémitisme qu'on a rarement vu jusqu'à maintenant, qui est continu. D'habitude, c'est sous forme de pic lors des événements au Moyen-Orient. Aujourd'hui, là, c'est continu et c'est parti pour durer, évidemment. On voit énormément on voit une explosion des agressions antisémites. Ça, c'est même des choses que l'on voit ou que l'on entend autour de nous, qui sont assez inquiétantes et on aurait pu s'attendre à une réaction de la part des partis de gauche, à une mise à distance de leur collaboration avec l'islamisme ou de leur mensuétude. Au contraire, on les voit, du moins en France et je pense en Belgique, surenchérir réellement. Là, je pense à la France pseudo-insoumise, qui deviennent réellement antisémites. Où là, il y a un antisémitisme qui est absolument décomplexé.
On le savait que depuis 20-30 ans, discrètement, les Juifs en banlieue désertaient, mettaient les voiles, Mm. justement, on pourrait prendre l'expression. Aujourd'hui, c'est en train de devenir un phénomène extrêmement important et qui est parti pour durer. Oui, tout à fait. Depuis le 7 octobre, clairement, ça s'est accéléré. Alors, on aurait pu s'imaginer un sursaut de la part de l'Occident en se disant, bah, tiens, et voilà, il y a eu un massacre et ce massacre est horrible. Quand on voit les images, c'est très explicite. On ne peut pas faire plus explicite que ça. Et d'autant plus que l'Occident n'a pas d'histoire récente avec l'islam, mais l'Occident a un rapport récent avec l'antisémitisme. On parlait du nazisme tout à l'heure, il y a quand même des traces qui restent à l'école. C'est une chose qui, normalement, est assez enseignée. Et pourtant, aujourd'hui, on a l'impression que rien ne se connecte et que c'est un événement parmi d'autres. Et qu'un chef de parti, Mélenchon, est capable de déclarer que l'antisémitisme est résiduel, alors qu'il est littéralement en train d'exploser. Et de se normaliser. Mais je pense parce que d'abord, je pense qu'il y a eu aussi le vote des musulmans. Ils se sont bien rendus compte aussi, et ça s'est vu pendant les élections, c'est que les le voix électorale est très important. Il y a une communauté musulmane qui est plus nombreuse que la communauté juive. En Belgique, on est plus ou moins à 35 000 juifs en Belgique. En France, vous êtes à plus ou moins 500, 600 000 juifs. Quand on regarde la population musulmane, il faut compter entre le 7, 8 millions, Ouais. plus ou moins. En tout cas, c'est ce qui Ouais. se dit d'une manière mais officielle. Après, peut-être que c'est 10. Oui, Je veux oui. dire, c'est jamais Je- vraiment très précis. Je pense qu'on est plutôt vers les 10. Donc là, c'est toujours cette recherche électorale. Après, il y a aussi des gens qui sont aussi antisémites dans la gauche, quand on sait que pour eux, un juif, c'est le capitalisme, etc. Le palestinien, c'est la nouvelle figure de de la victime. Donc, on ne peut pas s'imaginer, en tout cas, qu'il puisse y avoir de l'antisémitisme, qu'il puisse y avoir une idéologie derrière, qu'il puisse y avoir des gens qui ne veulent pas de démocratie, etc. On les voit toujours comme victimes. Et c'est ça qui est un peu problématique. Évidemment, les islamistes jouent là-dessus, ils le voient bien. Dans la gauche, on sait aussi qu'il y a des gens qui sont convertis, mais qui ne le disent pas forcément. Il y a aussi voilà, enfin, il y a différentes choses qui font que on peut expliquer en fait pourquoi est-ce qu'il y a ces positions-là. Alors c'est vrai que si au départ, quand il y a eu le 7 octobre, beaucoup de gens se sont offusqués et que la gauche s'est un petit peu retenue, on va dire, au départ, mais très rapidement, en fait, au bout d'un jour ou deux, à partir du moment où Israël décide de se défendre, là, tout d'un coup, on se lâche parce qu'on montre ces enfants qui sont... ouais, on peut regretter la mort des enfants, évidemment, mais d'un autre côté, il faut quand même rappeler qu'il y avait des otages qui se sont fait agresser et que c'est une guerre. Israël n'a jamais voulu, d'ailleurs, n'a pas commencé la guerre. Ils se sont fait agresser, ils ripostent, ils veulent récupérer des otages. Et donc, je pense que les islamistes en ont profité pour pour détourner en fait le langage, pour retourner la situation en utilisant systématiquement le même discours, ce qui fait que quand dans la presse, vous relayez sur les réseaux sociaux, vous avez des coups de millions du Qatar, etc., avec des slogans, etc., bah forcément, à un moment donné, les gens oublient le 7 octobre petit à petit. D'ailleurs, on a vu même, quand vous regardez Macron, au départ, il disait on va soutenir Israël. Et puis, il a rencontré les dirigeants du Qatar. Il signe un accord sur 10 milliards, je pense, jusqu'en 2030. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, quand vous écoutez la presse, vous voyez que tout d'un coup, il dit oui, il faut trouver une solution, il faut qu'on arrive à un accord de paix, ce qu'il n'avait pas avant. Donc, on sent que derrière, il y a quand même des énormes moyens, qu'il y a aussi quelque chose qui est très rodé dans la stratégie idéologique, la manière de fonctionner. Alors, il y a d'autres chercheurs qui expliquent, comme Jana Grinspun, qui est une chercheuse linguiste, spécialiste aussi de tout ce qui est propagande et idéologie, qui fait le rapprochement, enfin, qui montre le lien entre la propagande russe et l'islamisme dans les pays arabes et la propagande russe qui a été importée en fait dans les pays comme la Syrie, etc., dans tous les pays arabes. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir comment justement le communisme même qui tenait aussi des propos antisémites dans les pays de l'Est, a pu aussi imprégner la communauté arabo-musulmane, et en tout cas une grosse partie, ceux qui, en tout cas, qui se définissent comme communistes ou nationalistes. Et donc, il est tout à fait logique qu'ils aient des stratégies qui leur permettent justement de savoir retourner à leur avantage, en fait, travail sur l'image, quand on voit toutes ces images qui sont mises en avant sur ces enfants, qui, voilà, parfois c'est des mises en scène, etc. Comment
voir le vrai du faux, mais en même temps, on sait très bien que de toute façon, c'est une guerre, et tant qu'on ne peut pas non plus arrêter la guerre, puisqu'on sait que si on arrête, de toute façon, le monde musulman, en tout cas islamiste, dira: nous avons gagné, vous voyez, Dieu est avec nous, et le monde musulman, partout où il sera, va se lever, parce que ça signifie pour les musulmans la fin du monde qui s'y approche et la guerre sainte qui a été remportée. Et donc, Oui, parce qu'immédiatement, c'est une guerre qui a des soubassements religieux immédiats. tout à fait, Du côté des pro-palestiniens, que les militants le sachent ou non, c'est évidemment l'islamisme. tout à fait. C'est moins la question de la figure du juif que la question de l'islamisme. Et derrière la figure du juif, il y a surtout la figure du non-musulman. C'est-à-dire que là où il y a un fourvoiement extraordinaire, hein, c'est que les bonnes âmes woke qui aujourd'hui militent du côté de la Palestine ne se rendent pas compte que pour tous les véritables militants islamistes, décoloniaux, indigénistes, racialistes, etc., derrière le juif, il y a la figure du blanc, en gros la figure de l'occidental, Mhm. la figure du non-musulman. Ce qui est amusant, pour faire le lien avec les woke, c'est qu'il y a France Fanon qui est une figure décoloniale et qui avait ce terme-là qui fait vraiment sens maintenant, peut-être de manière presque inverse à ce qu'il avait voulu dire, c'est que quand on parle des juifs, tendez l'oreille, on parle de vous. On a vraiment l'impression que ce qui se passe avec Israël, c'est l'Occident qui a derrière, c'est le blanc, en fait. De toute façon, justement, pour faire le lien avec le wokisme, c'est que le wokisme vient des pays anglo-saxons, des États-Unis. Alors à la base, c'est un terme qui veut dire éveiller. Éveiller, c'est prendre conscience justement des discriminations que les personnes, ce qu'ils appellent racisées, subissent. Ou les minorités, ça c'est un peu, on va dire, déployé vers les minorités, etc. Ça avait du sens aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, évidemment, il y a ce rapport où il y avait des vraies lois discriminatoires vis-à-vis des Noirs, ce que nous, en Europe, nous n'avons pas. C'est-à-dire qu'en Europe, à un moment donné, surtout après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, comme je vous le disais, il y a eu un traumatisme et on ne voulait plus justement utiliser le terme race. C'était quelque chose qui était vraiment banni et on disait, il faut certainement pas parler de race, on est dans l'humanisme, dans l'universalisme, etc. Et cette idéologie qui nous vient des États-Unis, finalement, on ramène la race, on ramène ce racisme que finalement, même si elle n'était pas complètement partie, bien sûr qu'il y a des racistes un peu partout dans le monde, hein, on en connaît même chez les minorités, que ce soit chez les Noirs, que ce soit dans le Maghreb, etc., un peu partout. Et là, on voit qu'on revient là-dessus et finalement, ils ne font qu'inverser les choses, c'est-à-dire qu'on n'est plus, c'est plus le racisme des Blancs vis-à-vis des racisés, mais c'est plutôt maintenant les racisés qui deviennent des racistes vis-à-vis des Blancs. Alors eux vont vous dire, mais non, en fait, on n'est pas raciste, c'est parce qu'il y a c'est une question de domination, etc. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut se dire, la personne qui fait la manche dehors et qui est blanche, elle est probablement dominée par un noir qui a une multinationale, etc. Donc, on balaie les classes sociales pour finalement installer cette manière de penser. Et ils ont su finalement rallier toutes ces minorités. Ils ont fait un classement. Alors que nous, notre principe à la base ici en Europe, c'est de dire on veut une égalité entre les hommes et les femmes, on veut une égalité entre une personne de couleur et une personne blanche, on veut une égalité entre les différentes personnes, peu importe la classe sociale, etc., peu importe le genre, et voilà. Et là, on se rend compte que non, on fait une hiérarchisation. Et donc, on accumule finalement les tares. Donc, si je suis une femme d'origine maghrébine et que je me fais agresser, alors si je porte mon voile, je me fais agresser parce que je suis une femme, on va dire, mais en réalité, je me suis fait agresser parce que je suis une femme, mais aussi parce que je suis musulmane, alors que ça n'a aucun rapport. On a eu pas mal de cas comme ça. On s'est rendu compte en Belgique, une jeune femme qui s'est fait agresser par un individu. On voit sur la caméra qu'elle reçoit un coup de poing. Donc tout le monde a crié à l'islamophobie parce qu'elle était voilée. Et en fait, non, 2 jours plus tard, on se rend compte que c'est le beau-frère qui l'avait frappée. Et finalement, voilà, on a tous les prétextes, les islamistes l'utilisent. Et c'est vrai qu'ici, quelque part, les islamistes ont très bien compris que le wokisme, en fait, ça allait être une faiblesse pour l'Occident. Pourquoi ? Parce que d'abord parce qu'ils savent qu'ils sont minoritaires et donc il faut absolument rejoindre les autres causes pour être plus nombreuses. Parce que si vous additionnez toutes les minorités, finalement, ils deviennent majoritaires.
Deuxièmement, quand on voit que il y a des alliances très improbables LGBT et islamisme, ben moi je l'explique par le fait que pour un islamiste, le fait de soutenir les LGBTQ, tant que ça reste chez les Occidentaux, c'est très bien parce que ça va permettre de rendre les hommes incapables de se défendre, puisque du coup ils sont homos, donc c'est pour eux, c'est pas des hommes. Si en plus les hommes décident de devenir des femmes, eh ben, ils n'auront plus d'hommes non plus. Donc voilà, donc c'est cette logique-là. Quand je dis il y a deux mondes différents de façon de penser les choses, c'est aussi ça, et il faut que les gens le sachent. Mais bien sûr que comme en Iran, à partir du moment où ils auront le pouvoir, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont d'abord liquider tous ceux qui sont proches, tous ces gens qui justement, ils ne reconnaissent pas, que ce soit les mouvements LGBT, que ce soit les féministes, enfin néo-féministes plutôt, parce qu'il faut faire une différence, etc., etc. Donc, par ailleurs, quand on parle si on reprend le cas de l'esclavagisme, dans les pays arabes, l'esclavagisme n'est pas encore interdit. Or, ici en Occident, justement, on interdit l'esclavagisme. Alors, il y a la traite d'êtres humains, certes, mais elle reste quand même interdite et on lutte contre. Ce qui n'est pas le cas dans certains pays arabo-musulmans où on vend toujours des esclaves, etc. Donc oui, quand on regarde le wokisme, toutes ces idéologies, le wokisme, islamisme, etc., pour l'instant, ces gens-là travaillent ensemble. Mais on peut constater, si je prends le cas par exemple du projet Evras. Le projet Evras, donc la vie affective et sexuelle dans les écoles. Donc ce guide qui est voilà qu'on met en place dans les écoles pour parler de la sexualité, de la vie affective. Euh, Tout d'un coup, on a eu un lever de bouclier de la part des islamistes, des musulmans. Pourquoi? Parce que là, ils se sont dit, ça touche nos enfants et on n'en veut pas. Avant, ça ne posait aucun problème. Mais à partir du moment où leurs enfants allaient recevoir un enseignement sur ces questions-là, il fallait surtout pas qu'on aborde ces questions avec eux parce que eux, ils n'en veulent pas, absolument pas. Donc, il faut se protéger. Donc, c'est là où je me dis qu'à un moment donné, bon, peut-être qu'ils le verront, mais ils le verront trop tard, en fait. C'est-à-dire que tous ces islamo-gauchistes, tous ces woke, etc., ne se rendent pas compte qu'in fine, ils vont finir par être aussi, se faire aussi, soit ils deviennent musulmans, soit ils finissent par se convertir, soit ils finiront pour certains se faire tuer, Parce etc. qu'il y a quand même une part d'arrogance qui tourne au racisme. C'est-à-dire, en fait, disons, nous, on est les Occidentaux, on protège les racisés. Oui, ils ont leur délire, etc. Mais c'est pas très grave. Enfin, il y a quand même un mépris incroyable, quoi. Enfin, moi, en rencontrant ces gens-là, c'est la première chose que je dis. Mais regarde la gauche iranienne. Elle est où maintenant, la gauche iranienne? Elle est soit elle a été exécutée, soit elle est exilée. Enfin, vraiment, il y a ils sous-estiment le problème, mais aussi il y a, c'est du racisme. Alors qu'ils se revendiquent comme protecteurs de ces gens-là, ils méprisent profondément, ils veulent pas comprendre, d'ailleurs, ils veulent pas lire le Coran, etc. Pour eux, ça serait raciste de lire le Coran. Ils sont ailleurs. Et puis qui ils sont pour parler à la place de l'autre. Mais c'est vrai, que, comme vous le dites très justement, c'est qu'il y a un mépris. Et moi, j'ai pu le constater dans le milieu du travail social. J'ai rencontré énormément de woke. En fait, j'étais entourée de woke parce que dans le travail, milieu associatif, évidemment, c'est souvent des gens. D'abord, j'ai constaté dans les années 2000, c'est qu'on avait beaucoup de gens qui, en tout cas des jeunes, qui venaient de familles aisées, mais qui avaient choisi de faire un travail social, etc. Alors, ils se disaient très gentils, très pour l'égalité, etc. Mais en tant que collègue, nous, on n'accédait pas à ces postes-là. On n'accédait pas au poste de direction, de coordination, etc. Bon, c'est venu par la suite, petit à petit. Mais en plus, ce que j'ai pu constater, c'est que quand il y avait des discussions entre eux, quand je dis entre eux, c'est entre, on va dire, blancs, belges, etc., ils formaient un cercle, et moi j'étais en dehors du cercle. Et alors je m'intéressais, je voulais m'introduire, c'est à peine si on me regardait, si on ne me prenait pas de haut, elle ne comprendra pas, on va dire, le côté artistique, parce qu'il y a aussi cette manière, c'est pour ça que dans l'art d'ailleurs, on a énormément de ces bobos gauchistes, avec cette manière de voir les choses, en se disant, ben, nous finalement, on va s'ouvrir à l'autre, mais c'est vraiment du mépris, comme si nous, on ne pouvait pas penser, on ne pouvait pas réfléchir, on n'avait pas non plus on ne pouvait pas s'émanciper, etc. Mais en même temps, à partir du moment où on veut le faire, ils nous mettent à l'écart parce que
ils y perdent. Ils savent qu'ils vont y perdre. Donc je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a une espèce de déni, mais en même temps, il y a quand même cette conscience que si on vient un peu trop gratter, ça les dérange parce qu'il ne faut pas qu'ils perdent leur privilège. Ils savent qu'ils ont un privilège. Moi, je pense que parmi ces bobos, il y a beaucoup de médiocrité et que c'est très facile finalement de travailler voilà, quand on voit par exemple dans le monde de la culture, le niveau de la culture actuelle, de réflexion, Atterrant. voilà, entre quand on voit les mouvements dadaïstes, etc., cette réflexion par rapport à la société, etc., et là maintenant, quand on voit ce qui est produit en termes artistiques, je trouve même pas les mots. Moi, j'adore l'art, mais là, franchement, je trouve même pas les mots. Je me dis, c'est pas possible. Il y a aucune réflexion. C'est basique. Les gens qu'on met en avant dans le milieu artistique, on les met en avant parce qu'il faut un quota. C'est plus la- l'intelligence, c'est plus la qualité du travail, etc. Tout ça se perd et finalement, on finit par faire descendre le niveau. Et en même temps, nous, on nous fait aussi perdre, quelque part, on veut qu'on soit aussi un peu plus bas. Parce que si on commence à se poser trop de questions, on va finir par les dépasser. Et ça, il faut surtout pas perdre ses privilèges. Je pense que c'est toujours un problème de classe, mais qu'on le cache sous d'autres prétextes, justement. Et pour ça, oui, il vaut mieux se convaincre qu'on est dans le juste, et qu'on le fait pour le camp du bien, plutôt que de se dire je suis un salaud raciste qui finalement tout ce que je veux c'est mon privilège, etc. C'est plus facile. Et d'ailleurs, il y a un film qui s'appelle La Crise, il y a des années de ça, c'est extraordinaire. Il suffit juste de voir le discours qui est tenu par cette bourgeoisie de gauche, etc., face à une personne qui habite dans les banlieues, il parle de racisme, etc. C'est un film qui est excellent, mais je suis sûre que ce genre de film-là, maintenant, il n'aurait pas des subventions pour exister. On voit bien que même à ce niveau-là, que ce soit au niveau des films, que ce soit au niveau de l'art plastique, etc., le niveau est juste catastrophique. Une médiocrité généralisée, on est d'accord. Même en Europe, même d'une manière assez générale, on regarde le personnel politique, c'est absolument nul. Vous avez raison, le domaine de l'art, de la culture est absolument atterrant. C'est effarant de voir les créations contemporaines, qu'il s'agisse de théâtre ou de films, pour la plupart du temps. Les films français, ce sont des œuvres de propagande avec de la moraline, une couche extrêmement épaisse de moraline, absolument insupportable. Et puis il y a cette volonté aussi de créer une nouvelle narration. C'est pour ça que tout est détourné, que ce soit l'histoire du colonialisme, que ce soit l'histoire avec un grand H en règle générale. Si vous regardez autour de vous, en fait, on est en train de refaire une narration. On vous explique que finalement, si on prend l'histoire par exemple de l'Andalousie, on va vous dire que c'était merveilleux, que les juifs, les chrétiens et les musulmans vivaient ensemble, etc. Mais non, il y avait quand même des dhimmis. C'est pas une égalité, c'était pas tout rose non plus pour les juifs ou pour les chrétiens dans cette période-là. Quand on regarde la question du colonialisme, quand tout d'un coup, là, ici en France, en Belgique, on veut retirer des monuments, on veut plus. Ok, il y a des gens qui, à un moment donné dans l'histoire, c'était un contexte, il faut remettre les choses dans leur contexte, etc. Déboulonner une statue pour ensuite réécrire l'histoire à sa sauce, c'est même pas l'histoire du pays, c'est l'histoire comme les personnes l'ont vécu avec le ressenti. On n'est plus dans le rationnel ou dans l'intellectuel, on venait dans le ressenti. Et on se base que sur du ressenti. J'ai discuté avec un jeune qui est étudiant en photographie et je lui parlais justement du conflit israélo-palestinien. Et à un moment donné, il commence à me dire ah ouais, mais non, quand même, les Palestiniens, c'est pauvre, etc., etc. Donc moi, je lui explique un petit peu, et je lui explique tout ce dont on parle actuellement. Et je lui dis mais il faut lire, va lire tel auteur et tel auteur. Il me dit non, pour moi, le plus important, c'est mon ressenti. Et je dis voilà. Et je lui dis si c'est ton ressenti, mais sur quoi tu te bases? Il me dit non, mais c'est important le ressenti, Et je voyais bien qu'en fait, je comprends pourquoi son ressenti est important, c'est qu'il n'avait aucun argument. Il n'avait aucune réflexion. Ça pouvait pas aller. Ça l'avait perturbé. Je sentais qu'il était parti avec quelque chose quand même dans la tête. Il était perturbé. Je sais qu'il en a parlé par la suite. Je me dis, c'est déjà gagné. Au moins, il se pose des questions. Et je lui dis, mais tu vas voir, parce que bon, il est moitié belge et moitié marocain. Je dis, mais tous tes amis bobos, là, avec qui tu discutes, je dis, tu vas voir à un moment donné, le jour où tu leur apporteras rien, ils te mettront bien au placard. Mais je suis certaine que le jour où ça arrivera,
il se rappellera de ce que je lui ai dit, et à ce moment-là, il pourra peut-être avoir une réflexion, il pourra peut-être en tout cas aller chercher et se poser des questions. Pour moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, et c'est ce que j'ai toujours fait dans le milieu du travail social, essentiellement avec des personnes d'ailleurs issues de la communauté musulmane. Et j'ai eu des jeunes qui, au départ, qui étaient choqués, mais il y a beaucoup de gens qui se sont remis en question et qui se sont dit, bah oui, c'est pas faux. C'est vrai qu'il y a quand même un problème, etc. Pour moi, c'est le plus important. C'est d'arriver vraiment à amener un doute et pour que les gens ensuite aillent chercher. Je leur dis d'ailleurs, généralement dans les écoles, quand je vais parler avec des jeunes ou avec des enseignants, je leur dis, mais ne me croyez pas sur parole. Moi, je vous invite surtout à aller chercher par vous-même, à faire des recherches et avoir un esprit critique. Et ça leur permet aussi de se dire, ok, elle veut pas nous vendre quelque chose, elle veut plutôt nous amener à aller chercher. Je leur dis, mais cherchez, allez, lisez, allez voir, prenez les différents points de vue et mettez ça en perspective et voyez un petit peu, faites votre propre réflexion. Pour moi, c'est ça qui permet vraiment de faire évoluer une pensée, comme moi je l'ai eu aussi. Parce que, bon, bah voilà, moi aussi je suis issue de ces écoles où j'avais pas le niveau. Et à un moment donné, on se dit, on doit faire un choix. Soit on fait le choix de la médiocrité, soit on fait le choix de l'ignorance, soit on veut juste de la liberté, enfin, ou de l'enfermement, soit on se dit non, je vais être libre, je veux la vérité et je vais être en recherche de la liberté. Alors, bien sûr, c'est un coût, mais le soulagement qu'on a derrière, on ne s'imagine pas. Vous savez, quand on parle de ces gens qui passent à l'acte et qu'on dit bah, c'est des cas psychiatriques, franchement, si on prend tous les musulmans ou les personnes issues de familles musulmanes, on est tous passibles d'être en psychiatrie parce qu'on vit dans cette schizophrénie constamment. On est dans le mensonge, on se cache des choses, on ne vit pas, on vit pas qui on n'est pas nous-mêmes non plus. Qu'on soit dans le monde musulman ou dans le monde occidental, on est constamment en train de bifurquer d'un monde à un autre, etc. Et à un moment donné, ça rend fou, sans parler des croyances qu'on nous inculque depuis l'enfance, le paradis, l'enfer, les djinns, etc., le monde invisible. Les musulmans y croient. Vous pouvez prendre n'importe quel, tous les niveaux intellectuels, tout le monde y croit. Donc quand on dit ah oui mais lui c'est un intellectuel, il peut pas croire en tout ça, et même s'il vous dit j'y crois pas, c'est faux, parce que dans l'islam il y a le dogme qui dit si vous ne croyez pas au monde invisible, vous n'êtes pas musulman. Donc on ne peut pas ne pas y croire, c'est impossible. Donc on est tous pris. Moi-même j'ai été prise là-dedans et à un moment donné, je me suis rendue, enfin j'ai accepté le fait. Ça m'a coûté même par rapport à moi-même, c'est-à-dire que j'ai dû d'abord accepter le fait que moi-même je me mentais, et puis me dire en allant chercher la vérité, en me disant finalement oui, non, c'est un mensonge. Ce qu'on m'a appris c'est un mensonge. Et effectivement il y a des problèmes là, là ça ne colle pas, etc. Et donc, je pense que pour les personnes issues de la communauté musulmane, c'est vraiment le choix. Je choisis. Quand un djihadiste passe à l'acte, je fais un choix. Donc, dire les prétextes socio-économiquement défavorisés, etc., pour moi, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des gens qui sont favorisés économiquement et qui passent aussi à l'acte. Donc, je pense que c'est plutôt, ça vient plus, on va dire, de tout ce qui est violence subie intrafamiliale, tous ces tabous, le fait que, justement, ces islamo-gauchistes ne nous permettent pas d'en parler. C'est ça qui fait que on n'arrive pas à en sortir. Mais il y a un moment donné, et on le voit par les ex-mus, par la voix des ex-musulmans, etc., que les langues vont se délier parce qu'une fois qu'on en est sorti, on est complètement soulagé, on est en paix avec nous-mêmes. Et croyez-moi, moi, je ne les changerai plus pour rien au monde. Je préfère mourir libre que finalement enfermé et dans cette misère, on va dire, intérieure en général. Et finalement, vous pensez que l'histoire pourrait bifurquer, c'est-à-dire que les perspectives très sombres que vous nous avez dressées tout à l'heure pourraient ne pas se réaliser? Et à quelles conditions est-ce que l'Europe ou l'Occident serait capable de contrecarrer le projet islamiste? Alors, je pense qu'il commence à y avoir qu'il y a quand même une prise de conscience de la part des citoyens, et que les citoyens quand même sont, on va dire, comparés à l'islamisme, ils sont quand même plutôt majoritaires encore, et que moi, quand je vais à la rencontre de certaines personnes, surtout depuis le 7 octobre, je vois ça de la part de la gauche, on va dire plus de la gauche, que depuis le 7 octobre, même au niveau de la gauche, ça se fragmente quand même, et qu'il y a des gens de gauche qui se disent il y a un truc qui ne va pas. J'entends certains citoyens qui me disent j'aurais jamais pu croire que le danger viendrait de l'islam. J'ai toujours pensé que le danger c'était l'extrême droite. Donc je pense qu'on a tous été éduqués,
on ne veut plus du fascisme, on ne veut plus du nazisme, etc., qu'on reste encore vraiment dans cette vision-là que c'est le fascisme qui est notre plus gros danger. Et il faut s'ouvrir à l'autre. Exactement. Et absolument, il y a n'importe quel prix. Or, en réalité, le nouveau fascisme, c'est celui de l'islamisme. Et je vois que la gauche, depuis le 7 octobre, quand même, il y a des gens de gauche qui se disent non, il y a quand même un truc qui ne va pas. Là, on voit que les atrocités qu'ils ont commises, c'est même pratiquement, je vois même des juifs de gauche qui disent mais c'est même pire que ce que les nazis ont fait, parce qu'on les a filmés. Les nazis, au moins, ils ont eu honte, ils ont essayé quand même de cacher, pour X raisons, mais en tout cas, ils essaient de cacher, ils n'en font pas une fierté. Quand on voit les Allemands qui maintenant, eux, soutiennent Israël en se disant nous, on ne veut pas revoir encore un nazisme ici dans notre pays, ils sont bien conscients du problème. Bah, je pense que les citoyens, c'est plutôt, ça viendra des citoyens. Après, les politiques suivront. Je pense qu'il y a aussi des personnalités. On attend vraiment une personnalité qui se battra pour des convictions, qui a vraiment des vraies convictions politiques, qui aurait une vision sur du long terme et pas sur du court terme, et certainement pas personnel. Je pense qu'il en existe. Moi, j'en vois en tout cas en France des personnalités qui pourraient vraiment incarner ces figures. Oui, mais il faut aussi une population qui soit capable et prête à entendre, non seulement entendre, mais à vivre une période de crise, parce que aujourd'hui ce serait opérer un virage à 180 degrés, et sur le sol européen il y a des centaines de milliers, des millions de personnes qui sont prêtes à prendre les armes contre ce genre de politique. Donc il va y avoir une période de crise qui s'ouvre devant nous et qui risque d'être extrêmement intense. Je ne suis pas sûr que les populations européennes soient prêtes à vivre ça. Bah, je ne suis pas si sûre que ça, parce que je pense que la population, en fait, surtout les personnes qui sont directement confrontées à ces phénomènes, se disent de toute manière, on est quand même mort. Donc mort pour mort, autant prendre des armes et essayer quand même de gagner notre liberté. Moi, en tout cas, je l'ai pensé de cette manière-là pour moi personnellement. Mais je l'entends aussi de certains citoyens qui disent mais de toute façon, et d'ailleurs c'est pour ça que même par rapport à ce qui se passe, le conflit israélo-palestinien, c'est que les gens disent mais non, si Israël abdique, si tout d'un coup il y a des accords, quelque part ils sont morts, c'est fini. Et ce qui est vrai aussi. Donc ils ne peuvent qu'aller jusqu'au bout. Et c'est exactement la même chose pour nous, c'est-à-dire que quand vous êtes confronté à des gens qui, peu importe ce que vous faites, viennent pour vous agresser, tuent vos enfants, à un moment donné, vous ne pouvez pas être insensible. Vous pensez à vos enfants. Je pense que ce qui va surtout permettre à ce que les gens puissent passer cette étape-là, c'est de se dire, je ne veux pas que mes enfants souffrent. Je veux que mes enfants soient libres. Je ne veux pas qu'ils connaissent un monde où justement ma fille sera mariée à 5 ans, 8 ans, 9 ans, ou qu'on viole ma femme, mes enfants, etc. Je pense que c'est à ce niveau-là, et les gens commencent à le comprendre. Le fait aussi qu'on aille vers les gens pour leur expliquer comment ça fonctionne, ça aussi fait prendre conscience. Et moi, je le dis aux personnes à qui je m'adresse, quand je leur explique le fonctionnement, et quand je leur explique en tout cas ce que moi j'en sais, et selon mon vécu et ce que j'en ai étudié, ben là, ils commencent à se dire, ah ouais, quand même. Ils sont abasourdis. Souvent, c'est de l'ignorance. Honnêtement, souvent, les gens, ils se disent, bah, peut-être quand même en discutant, en essayant. Et puis finalement, quand on leur explique les choses, ils n'en reviennent pas au départ, c'est un choc. Il faut le temps de digérer. Parfois, c'est sur le moment même, parfois, ils repartent en se disant, on a des doutes, mais puis ils m'écrivent en disant, c'est affolant, j'ai été complètement scotché, mais vous avez raison, et là, je veux faire quelque chose, qu'est-ce que je peux faire? Alors je leur dis, bah, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez justement essayer d'en parler autour de vous. C'est comme ça, en fait, c'est en essayant de diffuser un maximum cette parole de former les gens à ce à quoi on peut s'attendre, et surtout à ce qu'ils puissent s'engager concrètement par diverses manières, hein. Il y a des gens qui s'engagent financièrement, il y a d'autres qui vont s'engager un peu plus, on va dire, en donnant un coup de main, d'autres en allant, voilà, en nous aidant, en utilisant, voilà, en étant caméraman, en diffusant un maximum les vidéos, etc. Donc chacun là où il est, il peut aider, ou aussi en fonction du lieu de travail dans lequel ils sont, c'est-à-dire qu'ils nous disent mais moi, je suis enseignante. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis seule. Je leur dis, mais écoutez, regardez ici dans l'Assemblée, vous êtes
où il y a une cinquantaine d'enseignants, vous venez tous d'horizons. Pourquoi est-ce que vous ne formez pas un groupe entre vous et vous diffusez, vous informez, vous essayez je suis sûre qu'il y a d'autres enseignants. Et donc, c'est de créer comme ça, par secteur, des groupes qui puissent eux-mêmes aller discuter de tous ces phénomènes et conscientiser d'autres collègues. Parce que qui mieux qu'eux peuvent vraiment sensibiliser les personnes qu'ils connaissent, et parce que aussi, les gens, souvent, surtout, ne savent pas quoi faire. Et souvent, ont l'impression d'être seuls. Je pense qu'en réalité, le problème, c'est celui-là. C'est que les gens s'imaginent être seuls, alors qu'en réalité, on est beaucoup plus nombreux qu'on le pense. Et une fois qu'on est ensemble, ça nous donne quand même une force. Vous venez d'entendre la seconde partie de l'entretien avec Fadila Maroufi, l'islamisation de l'Europe. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel entretien. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors des émissions ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site hérétique.fr. Le podcast Hérétique existe depuis maintenant 2 ans. Il existe d'autres entretiens sur le thème de l'extrême droite musulmane. On peut citer les entretiens avec Naëm Bestanji, voile féministe et islam, avec Sonia Zadig, l'individu en islam et en Occident, et enfin Boualem Sansal, islamisme, immigration et impérialisme. Je rappelle aussi que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.